Université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Sepharad 92 et la Fédération Sepharadi de France. Aujourd'hui, ce soir, deuxième épisode de l'histoire du judaïsme séfarade proposé par Richard Ayoun. Bonsoir, bienvenue pour ce second épisode sur une histoire du judaïsme séfarade, une introduction, parce que ce n'est pas une histoire exhaustive, étant donné que nous avons 4 fois 25 minutes. Nous nous retrouvons tous les lundis, 21h, 21h30, sur Radio Comme Judaïque FM. Alors, comme je dis, comme c'est court, comme c'est qu'une introduction, il y a une manière de développer ces connaissances, c'est de lire votre dernier ouvrage, coécrit avec Chaim Vidal-Sefia. Le titre, Séfarade d'hier et d'aujourd'hui, c'est une galerie de 70 portraits d'hommes connus, surtout moins connus, j'ai envie de dire, parce que vous nous faisiez remarquer la dernière fois que, par exemple, Spinoza n'y figurait pas, hein, volontairement, ce sont plutôt des gens méconnus. Il y a aussi des gens très connus, comme Maïmonide, ou d'autres personnages. Oui, la Donia Gracia. Donia Gracia, bon, bien sûr. Saint-Thérèse d'Avila, qui est moins connue. Voilà. Mais enfin, on découvre pas mal de personnages. 70 portraits, c'est un travail important. Alors ce soir, deuxième épisode de cette histoire du judaïsme séfarade. La dernière fois, nous avions donné quelques points de repère en date, en fait. Nous étions attardés sur le texte de l'édit d'expulsion de 1492 et essayé de trouver une explication à la violence d'un tel texte, à un absolutisme radical à l'encontre des Juifs. Ce soir, deuxième épisode, et nous abordons les maranes en Espagne et au Portugal. C'est-à-dire que nous n'allons pas aborder tout d'abord la diaspora. Nous restons dans la péninsule ibérique. Tous les Juifs ne sont pas partis. Depuis 1492, quelle est leur existence pour ceux qui sont restés dans cette péninsule? Voilà. Donc, depuis les décrets d'expulsion d'Espagne donc de 1492, et le décret d'expulsion du Portugal, j'insiste sur la date de ce décret d'expulsion, du 5 décembre 5 décembre 1496, ça c'est le décret d'expulsion des Juifs du Portugal. On peut dire que donc depuis ces décrets de 1492 et de 1496, les Juifs n'ont plus d'existence légale dans la péninsule ibérique. Nombreux historiens considèrent que des noyaux de conversos, c'est-à-dire des noyaux de nouveaux chrétiens, jouent un rôle appréciable dans la vie sociale, mais aussi ces conversos jouent un rôle appréciable dans la vie économique et dans la politique de l'Espagne et aussi du Portugal. L'assimilation de ces conversos est une assimilation difficile à se réaliser. D'une part, c'est une assimilation difficile à cause de préjugés à leur égard. D'autre part, c'est une assimilation difficile à cause des statuts qui concernent les conversos. Il est interdit aux maranes de pratiquer plusieurs fonctions civiles. Il est interdit aux maranes également de pratiquer plusieurs fonctions religieuses et aussi plusieurs fonctions militaires. Les historiens, qui se réfèrent aux révélations obtenues par le Saint-Office lors des nombreux procès, pensent que la croyance et la pratique juive restent vives dans la péninsule. Nous savons que des relations ont existé entre les conversos de la péninsule et les Juifs qui vivent dans les communautés de la diaspora. Des maranes de la péninsule ont été s'établir dans des communautés de la diaspora depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, comme nous l'avons démontré au cours précédent. Et puis il y a eu aussi, excusez-moi, il y a eu aussi des retours, il y a eu aussi des Juifs qui étaient en diaspora et qui sont revenus se convertir, qui sont revenus en Espagne. Qui sont revenus en Espagne, c'est-à-dire surtout au XVIe siècle, certains Juifs qui ont eu des difficultés à s'adapter sont revenus en Espagne et ils se sont convertis au christianisme. Alors, pour l'histoire générale juive séfarade, l'Espagne et la péninsule ibérique se révèlent comme étant un réservoir dans lequel des communautés séfarades puisent leurs forces vives. Alors, nous en venons d'abord à l'Espagne, les nouveaux chrétiens. Quelle est leur situation? Quelle est la situation de ces convertis, des conversos? Voilà. Donc, en Espagne, tout d'abord, il faut dire qu'il est à distinguer plusieurs groupes de nouveaux chrétiens, et ces groupes de nouveaux chrétiens paraissent nombreux. Parmi ces groupes, on distingue, premièrement, les descendants des convertis de la fin du XVIe siècle. Deuxièmement, on distingue ceux qui se sont convertis au christianisme pour éviter l'exil. Troisièmement, on distingue ceux qui, après s'être exilés, n'ont pas supporté l'expatriation et sont revenus en Espagne et se sont baptisés.
Alors, maintenant, en ce qui concerne les nouveaux chrétiens qui résident fréquemment dans les anciens quartiers juifs, eh bien, ces nouveaux chrétiens sont mal acceptés. Les vieux chrétiens ont de la méfiance et ont même parfois de l'animosité à leur égard. À Tolède, ce qu'on appelle le statut de limpieza de sangre, c'est-à-dire le statut de pureté de sang, ce statut qui date de 1547, ce statut de pureté de sang prévoit une enquête approfondie sur les antécédents des futurs candidats de fonctions religieuses et de fonctions militaires. Le candidat doit prouver qu'il n'a aucune ascendance juive ou il doit prouver également qu'il a une ascendance mort pour pouvoir exercer un de ces métiers. Les nouveaux chrétiens ne sont pas acceptés dans un grand nombre de guildes. Ils ne sont pas acceptés dans un grand nombre de confréries, de collèges. Ils ne sont pas acceptés également dans un grand nombre d'ordres religieux et dans un grand nombre d'ordres militaires. Certaines villes, d'ailleurs, refusent même qu'ils résident dans ces villes. Les nouveaux chrétiens forment donc une classe sociale et cette classe sociale est formée essentiellement de marchands, elle est formée essentiellement de fermiers et il faut dire qu'ils contribuent au denier de l'État et aussi ils contribuent au développement économique de l'Espagne du XVIe siècle. Alors, l'Inquisition a fait des ravages avant 1492. Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle continue à menacer l'existence de personnes qui ne sont plus juives officiellement, mais qui sont des conversos, des nouveaux chrétiens? Oui, l'Inquisition menace les nouveaux chrétiens. Les dénonciations secrètes reposent souvent sur des prétextes futiles. La torture pratiquée procure aux inquisiteurs des aveux et aussi la torture pratiquée va faire qu'il y a des listes de complices et ces listes de complices montrent que ces gens pratiquent le judaïsme clandestinement. Les judaïsants se trouvent au début du XVIe siècle essentiellement en Vieille Castille. La répression inquisitoriale est une répression si vigoureuse que cette répression extirpe la majorité des groupements néo-chrétiens d'Espagne au début du XVIe siècle. On peut dire qu'après 1580, des conversos portugais s'installent en Espagne. Ils s'installent à une époque où la péninsule ibérique ne forme qu'un seul royaume. Cette immigration, oui, comment on l'explique finalement? Alors, cette immigration s'explique, premièrement, par l'attrait économique. Deuxièmement, cette immigration s'explique, deuxièmement, du souhait de s'installer dans un lieu où l'origine juive n'est pas connue. Cette immigration s'explique également, en troisième point, par le choix d'une étape espagnole avant de rejoindre une communauté juive de la diaspora. L'histoire de l'Inquisition espagnole concerne l'histoire juive dans la mesure où les individus arrêtés ou non que l'Inquisition espagnole juge et condamne ou que l'Inquisition espagnole ne condamne pas. Pratiquement, plus ou moins le judaïsme et dont ces individus se considèrent comme appartenant au peuple juif. Vous l'avez dit, il y a eu plusieurs sortes de conversos, convertis d'avant 1492, les convertis de 1492. Est-ce qu'on distingue des pratiques communes judaïsantes pour ceux qui pour ceux qui ont des pratiques cachées? Alors, il nous faut, avant d'aborder cette question, peut-être parler de cette première génération de convertis du temps de l'expulsion. Et ce que nous savons, c'est que cette première génération possède des souvenirs du judaïsme. Les générations suivantes doivent découvrir le judaïsme soit en faveur de l'éducation familiale dangereuse, soit en faveur des livres ou des rencontres d'hommes qui leur révèlent le contenu et également qui leur révèlent les pratiques juives. Les procès de l'Inquisition étudiée, ces procès montrent les pratiques et aussi ces procès montrent les croyances des marins espagnols des XVIe et aussi du XVIIe siècle. Les visionnaires ravivent d'ailleurs la foi chrétienne. Ainsi, par exemple, à Chillón, cette ville qui se trouve dans la province de Ciudad Real, une dénommée Maria Gomez aurait vu sa mère défunte lui apparaître. Elle lui aurait communiqué que Dieu l'a choisi pour annoncer une rédemption imminente aux conversos. Ces conversos qui observent le Shabbat et qui observent également les autres commandements de la loi mosaïque, ils observent essentiellement les jeûnes. Alors pour parler
plus spécialement des pratiques judaïsantes des conversos. Il faut dire que les pratiques judaïsantes des conversos les plus pratiquées sont d'abord l'allumage des lumières. C'est cet allumage des lumières qui sont, dit-on, plus vives la veille du Shabbat. Également, parmi les pratiques, il y a l'abstinence de la viande de porc et ce qui est essentiel aussi dans les pratiques judaïsantes, ce sont les jeûnes. Par exemple, les jeûnes de la fête de la reine Esther et principalement, ce qui est évident, le jeûne de Kippour. C'est évidemment tout ce qui est du domaine du privé, tout ce qui peut se faire chez soi à l'abri des regards étrangers. Est-ce qu'on a trouvé des traces matérielles d'une pratique plus communautaire, même pourquoi pas des synagogues clandestines? Est-ce que cela existe ou pas? Il y a des lieux de culte, c'est-à-dire que dans les appartements individuels, il y a des pièces qui servent pour lieu de culte. Et nous savons en fait que les maranes pratiquent un judaïsme appauvri. Il faut dire que le grand souci est de transmettre leurs croyances aux enfants. Généralement, la transmission s'effectue à l'âge de 13 ans. Pourquoi l'âge de 13 ans? Parce que on pense qu'auparavant, le secret n'aurait pas été gardé. La transmission s'effectue également en grande partie par les femmes. Ça, c'est un point essentiel. L'histoire de plusieurs éminents maranes, cette histoire-là montre que ces maranes attendent une occasion favorable pour émigrer et pour redevenir publiquement juifs. En fait, pour de nombreux nouveaux chrétiens, l'Espagne est une terre d'attente. Alors, qu'en est-il du Portugal maintenant? En ce qui concerne le Portugal, il faut rappeler qu'en fait, en 1497, il n'y a pas eu une expulsion. L'expulsion n'a pas été réelle, en fait, au Portugal en 1497. Mais, en fait, en 1497, il y a eu une conversion en masse de la communauté juive, cette communauté juive qui était composée d'autochtones, mais aussi cette communauté juive qui était composée d'immigrants espagnols. Comment on explique cette différence avec la réalité espagnole entre le départ massif des Juifs en Espagne et la conversion qui s'est plutôt faite au Portugal? Comment on explique cette différence? Eh bien, cette différence, elle s'explique qu'il y a eu le décret d'expulsion, que ce décret est appliqué, alors qu'en 1497, on a voulu convertir, on a voulu convertir les Juifs, on a fait décréter l'expulsion, et puis en fait, il n'a pas été appliqué, puisque une fois que les bateaux étaient réunis, on a lancé de l'eau et on a dit qu'ils ont été baptisés. Donc, ce que l'on s'aperçoit, c'est que, en fait, les nouveaux chrétiens vont constituer, dans ces années 1497, environ 1/10 de la population du royaume. Les autorités n'entreprennent aucune action pour convaincre ces convertis d'adhérer sincèrement au catholicisme. Et aussi, les autorités n'entreprennent aucune action pour enseigner à ces maranes les principes et les pratiques de leur nouvelle religion. Il faut se souvenir de la loi du 30 mai 1497, cette loi qui met les nouveaux chrétiens à l'abri de toute poursuite judiciaire pour des raisons religieuses, et cela va durer pendant une période de 20 ans. Il faut dire qu'à cette époque, il n'y a pas d'inquisition dans le royaume du Portugal. Alors sur le plan économique, on a vu qu'en Espagne, il y avait des groupes de judaïsants qui avaient encore une importance économique relative. Quel est le cas au Portugal? Quelle est l'action économique de ces nouveaux chrétiens? Sur le plan économique, de nombreux nouveaux chrétiens participent au développement du Portugal. Des revenus royaux ou des revenus seigneuriaux sont pris en charge par certains. Il faut dire que ces nouveaux chrétiens se livrent au négoce et aussi qu'ils achètent les charges publiques. Quels sont les rapports entre les chrétiens qui sont convertis avant 1497 et ces nouveaux conversos? Alors, les vieux chrétiens considèrent les nouveaux chrétiens comme des juifs auxquels leur réussite n'est pas acceptée. Il faut se souvenir qu'en avril 1506, les nouveaux chrétiens subissent à Lisbonne la haine populaire. En novembre 1525, le fameux David Rubeni se présente comme étant un ambassadeur d'un lointain royaume juif indépendant, par-delà l'Éthiopie, et, dit-il, il serait le frère de son roi Joseph. David Rubeni sollicite du roi Johan III une aide en artillerie. Cette aide
permettrait à ce royaume juif de combattre les Turcs. Les nouveaux chrétiens sont alors saisis d'une fièvre messianique. Les nouveaux chrétiens sont convaincus de l'imminence de leur rédemption. Il faut se souvenir que le passage de David Rubeni au Portugal, ce passage renouvelle la piété judaïque des nouveaux chrétiens. David Rubeni va insuffler aux nouveaux chrétiens une grande espérance. Et nous arrivons maintenant dans cette évolution historique à une date qui est celle du 23 mai 1536. C'est cela. Alors, 23 mai 1536, c'est une date importante parce que la condition des nouveaux chrétiens va se détériorer à partir de cette date. Exactement donc à partir du 23 mai 1536, lorsqu'est installée donc en 1536 l'Inquisition au Portugal. Entre 1548 et 1594, nous savons qu'il y a eu 1987 procès qui ont eu lieu à Lisbonne pour judaïsme. Pourquoi ce changement politique subi dans le royaume du Portugal? Est-ce qu'il y a une quelconque influence espagnole, de la royauté catholique espagnole voisine? Il y a bien entendu une influence, mais c'est aussi pour essayer de limiter le rôle des nouveaux chrétiens. C'est-à-dire que par le régime libéral, on s'aperçoit que les nouveaux chrétiens ont accédé à une plus grande importance au Portugal. Donc certains vieux chrétiens veulent limiter le pouvoir, notamment le pouvoir économique de la part des nouveaux chrétiens. Donc pour reprendre un peu le problème des procès, pour montrer en fait cette ambiance, je vais après avoir parlé de Lisbonne, je vais parler de Coimbra, où à Coimbra, il y a eu 3837 procès entre 1567 et 1631. Alors, pour répondre à votre question, également, il faut savoir, comme en Espagne, l'accès à plusieurs charges. Les fonctions ecclésiastiques sont interdites pour les nouveaux chrétiens. Au XVIIe siècle, le dispositif d'exclusion sociale des nouveaux chrétiens portugais s'étend à de nombreuses fonctions et il s'étend aussi à de nombreuses professions. Par exemple, comme médecin, comme apothicaire et aussi comme professeur d'université. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un rejet économique et un rejet religieux et que ce rejet religieux et économique amène les nouveaux chrétiens à s'expatrier. Est-ce qu'il y a eu un véritable exode de ces nouveaux chrétiens au Portugal? Donc, ce que l'on sait, c'est que au Portugal, le crypto-judaïsme ne va pas garder certains rites et ne va pas garder certains préceptes. Le salut ne s'obtiendrait non pas par la loi du Christ, mais il s'obtiendrait par la loi de Moïse. Les prières, notamment les psaumes, vont se réciter en portugais. Parmi les fêtes les plus observées, il y a la fête de Purim, cette fête qui est, comme nous l'avons déjà dit, très chère aux maranes. Quant aux interdits alimentaires, les interdits alimentaires du judaïsme et aussi les usages funéraires sont respectés dans la mesure du possible. Les pratiques abandonnées sont l'imposition de noms juifs et aussi on s'aperçoit que on abandonne la circoncision, va être abandonné également l'abattage rituel des bêtes de boucherie et aussi la pratique de mettre les phylactères. Et aussi, essentiellement, va être oubliée la célébration du Nouvel An juif. On s'aperçoit en fait que la foi et les pratiques vont être favorisées lors de la présence momentanée de nouveaux chrétiens. Ces nouveaux chrétiens qui sont venus d'une communauté juive déclarée de l'extérieur pour des raisons familiales ou pour des raisons commerciales. Et ces personnes permettent le réconfort, elles permettent l'instruction religieuse et aussi elles apportent des livres qui sont essentiellement des livres de prière. À quelle date là Là, nous en sommes, on peut dire, au XVIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'au XVIIe siècle, ces contacts vont devenir de plus en plus fréquents, notamment avec l'émergence d'Amsterdam. Et Amsterdam va devenir la métropole religieuse des séfarades en pays chrétien. Alors, maintenant, en ce qui concerne les exodes. Oui, où vont certains maranes s'expatrient, quels sont leurs pays d'accueil, si on peut les appeler comme ça? Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de véritables exodes de juifs, et ce mouvement donc d'immigration des nouveaux chrétiens existe du XVIe au XVIIIe siècle. Ce mouvement d'immigration va dépendre des ressources, il va dépendre aussi des motivations personnelles, des candidats au départ, et aussi de la possibilité légale de quitter le pays.
On s'aperçoit que les fluctuations économiques et les fluctuations politiques peuvent modifier, peuvent accélérer, peuvent ralentir et aussi elles peuvent stopper ou inverser le mouvement migratoire. Les maranes portugais et espagnols, qui vont être poussés par une grande motivation religieuse, souhaitent rejoindre une communauté juive authentique. Et alors, on s'aperçoit que certains maranes vont dans l'Empire ottoman, ils vont essentiellement à Salonique et ils vont à Constantinople. On peut les quantifier, on a des témoignages. Sur quel document peut travailler l'historien pour évaluer l'importance de cet exode? Alors, on s'en aperçoit par le fait qu'ils élèvent des synagogues espagnoles et qu'ils élèvent aussi des synagogues portugaises. Nous savons que certains vont s'arrêter provisoirement ou d'autres vont s'arrêter définitivement lors d'une étape italienne, par exemple à Rome, à Ancône, à Ferrare, à Venise, à Pise ou à Livourne. On s'aperçoit que des nouveaux chrétiens vont ainsi s'établir dans les empires espagnols et aussi des nouveaux chrétiens vont s'établir dans les nouveaux empires portugais, des Indes orientales et des Indes occidentales. Et ce que nous savons également, c'est que les tribunaux de l'Inquisition vont poursuivre ces maranes. Et nous avons... Comment ça, jusque dans les colonies? Jusque dans les colonies, par exemple à Goa, donc au Goa en Inde, nous voyons que le premier autodafé va se passer en 1563. Un autre exemple, à Bahia, au Brésil. À Bahia, au Brésil, par exemple, entre 1635 et 1645, nous savons que 10 à 20% de la population blanche, 10 à 20% de la population blanche de Bahia est formée de nouveaux chrétiens. Nous savons également que de nombreux maranes vont s'établir également à la fin du XVIe siècle à Amsterdam où ils vont obtenir un statut tolérant, ce statut tolérant qui va leur permettre de créer officiellement une communauté juive, cette communauté juive qui va devenir par la suite la métropole séfarade en pays chrétien. Amsterdam, comme vous le savez, va donner naissance à plusieurs communautés judéo-portugaises, communautés qui sont situées dans les possessions hollandaises des Amériques. Et l'exemple essentiel, c'est l'exemple du Brésil, où au Brésil se crée la première communauté juive du Nouveau Monde, c'est-à-dire qu'elle va se créer dans la moitié du XVIIe siècle à Recife, c'est-à-dire Pernambourg. À cette époque-là, la communauté judéo-portugaise de Londres accueille aussi des nouveaux chrétiens de la péninsule ibérique. On s'aperçoit que de Londres, de nouvelles communautés vont se créer dans les colonies anglaises de l'Amérique centrale. Et il faut dire que la plus grande de ces colonies anglaises va être la colonie de la Jamaïque. Dans le monde ashkénaze, on s'aperçoit également que des communautés vont apparaître au XVIIe siècle. Par exemple, il va y avoir la communauté judéo-portugaise de Hambourg, que nous allons traiter plus tard. Et là, par exemple, vont s'établir des immigrants et des nouveaux chrétiens espagnols et portugais. Ainsi, pour conclure sur cette leçon, on peut dire que plusieurs familles se partagent entre des villes espagnoles, plusieurs familles se partagent entre des villes portugaises, des villes américaines, et on peut dire également que des communautés juives en pays chrétiens et en pays musulmans vont se créer. Eh bien, nous parlerons de ces établissements séfarades sous l'autorité musulmane dans notre prochain épisode, lundi prochain, 21h, 21h30 sur Radio Comme Judaïque FM. Merci Richard Ayoun. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, coécrit avec Chaim Vidal Sefia, Séfarade d'hier et d'aujourd'hui, 70 portraits. Je n'oublie pas l'éditeur, c'est important, Liane Alevi. Merci beaucoup. Bonsoir. L'Université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France.